Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur Compostelle. Mon nom est Anne Godbout, directrice et fondatrice de Spiritour. Spiritour qui est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement depuis 2003. Une mission qui permet à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Alors, on a avec nous aujourd'hui Marilyn Arpin, qui est accompagnatrice de Spirito pour ce voyage à Compostelle, ce pèlerinage qu'elle a fait de nombreuses reprises avec nous. Donc, depuis 2008, ça va être son 8e groupe à Compostelle. Elle a étudié à l'Université de McGill, elle a fait un bac en travail social et elle travaille aujourd'hui dans un bureau de médecin à Granby en travail social comme spécialiste généralisé. Alors, bonjour Marilyn. Bonjour! Merci d'être avec nous. Alors, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous motive à l'accompagner, ce pèlerinage à Compostelle? Donc, comme Anne l'a mentionné, de 2008 à 2012, j'ai eu la chance d'aller 7 fois accompagner des groupes à Compostelle via Spiritour. Puis, dans le fond, mes études complétées, le marché du travail et tout ça, disons que ma routine se stabilise et que j'ai toujours l'appel de Saint-Jacques. Puis, c'est ça, étant plus stabilisée au point de vue de l'emploi, j'ai vraiment l'appel de repartir à nouveau pour accompagner un groupe sur les pas de Saint-Jacques vers Compostelle. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me passionne, puis qui était toujours en moi malgré le temps qui ne me permettait pas de repartir à nouveau. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir y aller à nouveau. Je pense que ça a été une expérience vraiment transformatrice pour vous, hein? Oui, tout à fait. C'est vraiment mon premier Compostelle, surtout que j'ai fait alors que j'étais partie seule 1 an en Europe. C'est vraiment dans le cadre d'une rencontre envers moi-même, partir à 20 ans en année sabbatique pour se retrouver que Saint-Jacques m'a vraiment marqué, touchée. Puis c'est pour ça que par la suite, quand j'ai rencontré Anne, j'ai vraiment eu l'envie, puis vraiment le désir en moi de transmettre ça aux gens. Puis c'est un peu la thématique du voyage qu'on vous offre cette fois-ci, un chemin menant vers soi pour vous amener à chacun à vivre ça à votre façon, le pèlerinage, mais vers une rencontre vers vous-même. Merveilleux. Donc, une découverte de soi à travers le pèlerinage, c'est vraiment ça qu'on entend souvent dans les témoignages des pèlerins qui partent avec nous autres, effectivement. C'est vraiment un chemin qui mène vers soi, un beau chemin, un beau cheminement personnel, hein. D'ailleurs, on a un bel article là, qui est sorti dans notre dernière infolette de la part de Marilyn Arpin. On pourra vous le partager, ceux qui sont intéressés. Alors, tous ceux qui nous suivent sur le webinaire, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation qui va durer environ une quarantaine de minutes. Donc, n'hésitez pas, vous avez une petite bulle chat. Je vous ai mis un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, juste à mettre vos questions là, vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On vous a préparé un beau PowerPoint pour vous présenter l'itinéraire. Alors là, on va plonger dans le vif de l'expérience que Spiritour a à vous offrir. J'aimerais d'abord préciser que Spiritour, c'est notre 17e année d'opération. Ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on offre Compostelle. Le Camino Frances, c'est le chemin classique. On l'offre depuis les débuts. On a un itinéraire, en fait, une vingtaine de jours, 23 jours en fait au total. Vous avez 14-15 jours de marche et vous avez des petites pauses aussi. Vous arrivez sur Madrid, vous allez commencer à marcher depuis Burgos et vous allez le faire en 3 étapes. Là, vous allez voir sur la carte dans le PowerPoint. C'est une expérience qu'on offre à des petits groupes, des individus en fait qui aimeraient vivre cette expérience-là, qui n'ont peut-être pas nécessairement le temps de tout préparer l'itinéraire, faire les réservations, ça peut être un peu insécurisant de partir tout seul avec son sac à dos. Donc là, on part en petits groupes, donc ça vous donne cette sécurité-là. Tout est organisé, tout est réservé en grande partie, puisque certains refuges, on ne peut pas réserver, mais ça, on va vous
expliquer ça tout à l'heure, les refuges municipaux, mais en grande partie, tout est réservé. On sait où on s'en va dormir le soir, à ce temps-là de l'année, même les refuges municipaux, 99% du temps, on a toujours une place et sinon, on a déjà un plan B déjà prévu. Et donc, bref, c'est le gros avantage, c'est ça, c'est des petits groupes avec un accompagnateur, c'est sécurisant, mais vous pouvez marcher à votre rythme. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le temps l'accompagnateur puis le groupe. Les premiers jours, habituellement, les gens suivent. Et puis après ça, bien, des fois, il y en a qui partent par eux-mêmes, qui partent avec le groupe. Après ça, ils prennent leur rythme à eux, ils s'arrêtent où ils veulent. Il y a un point de rencontre le soir ou en fin de journée avec un briefing sur la journée. Donc, c'est rassurant. Et puis, il y a toujours un numéro d'urgence pour appeler le guide accompagnateur aussi en cas de besoin. Et le guide accompagnateur connaît bien le Camino. Marilyn, elle l'a fait 8 fois. Et en plus, elle parle anglais, français, espagnol. Donc, c'est aidant aussi. Alors, c'est vraiment cette formule-là que Spiritour offre depuis des années qui répond, on le voit bien, à une demande existante, une grande demande. Et on limite les groupes à 13 personnes, 13 pèlerins plus l'accompagnateur. Donc, c'est des petits groupes à dimension humaine. C'est vraiment une belle expérience. Alors, on saute tout de suite au PowerPoint. Donc, on va vous montrer ça. C'est merveilleux paysage du Camino Frances. Alors, les dates, c'est du 27 août au 18 septembre 2020. Donc, pour 23 jours et 21 nuits, parce qu'on a une nuit en avion. Et donc, Marilyn, on vient de la présenter, notre super accompagnatrice. Tous les gens qui ont voyagé avec elle, on a eu des super commentaires. Les gens l'ont beaucoup, beaucoup apprécié. Et ça, c'est l'itinéraire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on arrive sur Madrid avec l'avion. Vous prenez un train ensuite le lendemain pour vous rendre à Burgos. Et là, de Burgos, vous allez faire 5-6 jours de marche, la première étape, Marilyn? C'est 4 jours de marche qu'on fait, en fait, juste un peu avant Fromista. Puis de Fromista à Léon, c'est une étape stratégique où on décide en fait de prendre une partie d'autobus ou le train, dépendamment des journées de la semaine, là, pour en fait sauter un bout de la nationale qu'on appelle, qui est un peu moins intéressant à marcher, puis pour permettre justement d'offrir le circuit là, sur 23 jours. Donc, c'est environ 4 jours qu'on marche jusqu'à Fromista. L'autre étape, ensuite, on a comme une journée un peu repos où on se déplace jusqu'à Léon, qui va être une étape transitoire où il y a une splendide cathédrale avec multiples vitraux à visiter. C'est une ville médiévale. Et par la suite, on reprend le train ou l'autobus jusqu'à Ponferrada. De Ponferrada, ça va être vraiment de là que s'entame la deuxième étape, si on peut le dire, où de là, il nous reste environ 260 km à marcher. Puis de là, on ne reprendra plus de transport jusqu'à Santiago. Donc, il y a un peu la première semaine où on fait un 4 jours pour s'acclimater, partir ensemble, apprivoiser notre physique avec notre sac à dos. Et la deuxième étape qu'on pourra amorcer par la suite, où là, on entre un peu plus dans l'essence du chemin et les raisons qui nous amènent là, à partir. Saint-Jacques. Donc, oui, continue, Marilyn, excuse-moi. Oui, parfait. Un peu là, à quoi ressemble Saint-Jacques. Donc, Spiritour, comme on l'a mentionné, vous offre la possibilité de marcher sur le sentier historique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de vivre cette expérience d'endurance physique, mentale et spirituelle à la façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va coucher dans des refuges de pèlerins, qu'on va marcher avec notre sac à dos, puis qu'on pourra vraiment obtenir notre Compostela à la fin. Donc, on voit là au coin à gauche la coquille Saint-Jacques qui est incrustée dans le sol. Donc, vous allez apprendre au fil des jours à découvrir les différents signes qui nous guident sur le chemin, les différentes flèches qui nous indiquent la route à suivre. Donc, Anne mentionnait que de Madrid à Burgos, nous prenons le train. Donc, on voit en photo, c'est la ville de Burgos. Burg, qui veut dire château en allemand. Donc, c'est vraiment une ville
un peu gothique, si on veut, en fait de la structure là, de la cathédrale. Donc, ça va être notre première étape où est-ce qu'on va commencer. On va arriver environ sur l'heure du dîner. Donc, on va avoir l'après-midi pour se familiariser là, avec les lieux, puis on va amorcer le chemin le lendemain. Donc, encore ici, on voit la photo de Burgos. Donc, notre première étape qui va représenter 19,1 km. Donc, on voit ici devant l'étape, notre premier matin, où est-ce que devant l'hôtel, on se regroupe tout le monde ensemble pour se préparer à amorcer notre pèlerinage. Donc, comme Anne le mentionnait, c'est des petits groupes. Puis, ce qu'on va favoriser, c'est que les 2-3 premiers matins environ, on va partir ensemble pour s'assurer que tout le monde, justement, est capable de décoder les flèches. Ça nous permet de nous connaître le rythme de chacun. Puis, par la suite, jusqu'au premier café, on attend que les derniers arrivent jusqu'à la première étape dans le jour. Puis, par la suite, une fois que les derniers sont arrivés, les premiers qui sont prêts à reprendre peuvent poursuivre la route. Puis ensuite, on marche un peu, chacun pour soi à son rythme. Une fois qu'on se familiarise, comment commander notre café con leche, comment commander notre bocadillo, notre sandwich, bien là, vraiment, on va pouvoir partir à l'heure qu'on veut le matin. Environ, les gens partent habituellement entre 6h30 et 8h. Les hébergements nous mettent à la porte à 8h, 8h30 pour pouvoir faire le ménage, pour accueillir les prochains pèlerins. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble les heures de départ. Ce que vous voyez, justement, les flèches peuvent être autant incrustées dans le sol que peintes sur le coin d'une bâtisse ou sur une roche dans le champ. Donc, c'est vraiment apporter attention avec notre regard, mais mon rôle d'accompagnatrice est vraiment là la veille au soir pour vous énoncer qu'est-ce qui nous attend le lendemain sur le chemin. Donc, s'il y a des pièges ou des choses à faire attention, des endroits où on pourrait être ambigu, c'est vraiment moi qui est là pour vous prévenir en quelque sorte, puis vous sécuriser sur qu'est-ce qui vous attend la journée du lendemain, qui vous recommande un peu où sont les arrêts à faire, quoi commander, ce que je vous recommande sur le plan culinaire également. Donc, les refuges de pèlerins, on est vraiment à la méthode traditionnelle. Spirito, on va avoir 5 nuits en hébergement en hôtel dans des lieux stratégiques, mais principalement sur le chemin. À quoi ça peut ressembler? C'est des petites chambres dortoirs, donc des lits 2 étages, entre 6 ou 12 personnes. C'est principalement ce qu'on va retrouver. Mon rôle en tant qu'accompagnatrice, Anne a mentionné qu'on va toujours savoir où est-ce que quelle est l'auberge qui va nous accueillir. Certaines auberges qui sont dites municipales, on ne peut pas réserver. Toutefois, moi, ça va être mon rôle de savoir un peu quel est le rythme de chacun, vers quelle heure vous allez arriver l'après-midi. Entre 13h, 16h l'après-midi, habituellement, tous les gens sont arrivés. Donc, c'est mon rôle de m'assurer que vous ayez une place. Vous n'avez pas à craindre à ce niveau-là, même si vous dites oui, mais si je me blesse, si j'arrive plus tard, c'est vraiment, on a toujours un plan B on a un plan B là, pour vous offrir un gîte, mais vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Donc, on se dirige vers Hornillos del Camino jusqu'à Castro Reris. C'est notre deuxième journée de marche. Donc, on se maintient encore dans les 19 km. Ce qui est agréable, c'est vraiment quand on a un long chemin qui se dessine devant soi, puis qu'on voit un peu le village tout au bout, puis qu'on essaye d'apprivoiser les distances à la marche. Parce qu'en voiture, on se dit « Ah, je vais être là dans 5 minutes, même pas. » Puis à la marche, bien, si le chemin est sinueux, si on se trouve avec un vallon, donc, toutes les distances, la notion du temps prend une autre notion parce qu'on croit qu'on est proche, mais en fait, on peut être un peu plus éloigné. Puis là, c'est vraiment la persévérance pour se rendre à destination. On voit ici des images, là, les gens un peu comment ils sont avec... souvent, on nous appelle des escargots sur le chemin. Parce que dans le fond, on a notre maison sur notre dos. On a notre sac à dos, où on a tout notre avoir. On part avec ou sans bâton de marche. Ça, on pourra vous en reparler dans les préparations avant le départ. Les autres rencontres qu'on aura, à savoir, est-ce que les bâtons de marche, ça vous convient ou non? Ce que je vous dirais, c'est vraiment de l'essayer, soit avec des bâtons de ski ou peu importe, mais c'est vraiment à vous de voir si c'est un appui, si c'est un plus pour vous ou non.
On va dire que les bâtons de marche pourraient vous sauver jusqu'à 1/3 de votre poids. Donc, par rapport à vos genoux, c'est vraiment quelque chose qui peut vous soutenir davantage puis vous aider à avoir une certaine cadence également. On voit au coin en bas à droite un peu les repas, à quoi ça ressemble. Donc, c'est sûr que ça va être assez libre le soir, mais étant familière avec le Camino, j'ai mes endroits où j'aime aller manger, mes recommandations que je vais vous faire. On peut manger au restaurant, soit sur place. Certaines auberges offrent le repas, d'autres non. Puis parfois, on peut avoir les commodités pour cuisiner. Donc, encore là, ça va être dans mon rôle de vous dire, demain, si vous voulez, on peut cuisiner. On se fait une équipe, 3 qui allons à l'épicerie, 3 qui cuisinons, 3 autres qui faisons la vaisselle. Donc, à peu de frais, tout le monde y trouve son compte. Pour les repas de pèlerins, c'est vraiment des repas copieux, c'est des 3 services, souvent la soupe ou salade avec de la viande, des œufs, un peu de friture quand même par rapport aux papas, donc une pomme de terre frite, et les desserts, les dolce leche, des choses comme ça, un peu plus sucrées, avec le pain et le vin inclus. Donc, c'est assez convivial là, pour terminer la journée. Et ça peut coûter combien à peu près le menu du pèlerin, Marlène? Donc, pour le dîner, on peut s'en sortir environ à 6-8 euros. Et pour le souper, c'est aux alentours de 8 euros environ. Donc, environ un 12-14 $ canadiens. Donc, ce qui m'amène à vous parler un peu des frais. Je vous dirais que dans le jour, environ un 20-30 euros, on en a amplement pour subsister là, à notre journée. Donc, ça dépend toujours un peu, je dis à la blague, combien de jus d'orange frais vous vous offrez, combien de café vous buvez. Donc, au déjeuner, on peut s'en sortir pour environ 5 euros, 6-7 euros le dîner et environ un 8 euros pour le souper. Si on cuisine, le partage de coûts nous amène à manger pour environ 3 euros. Donc, ça peut être très agréable, là, puis on en profite pour s'acheter quelque chose pour le lendemain à la fois. Donc, à peu de frais, c'est très agréable là, pour les repas. Donc, ensuite, notre étape de Castro-Reris à Fromistat, qui est un 21 km. Donc, qui nous amène jusqu'à la prochaine étape. Vous allez voir que certaines auberges sont très confortables par temps chaud là, à la fin août, début septembre, le soleil est bon encore dans le jour. Donc, certains endroits nous offrent la piscine. Donc, on verra si on a la chance d'en profiter. Merveilleux. Donc, par la suite, je vous disais qu'on sautait une étape de façon stratégique, donc de Fromistat à León. Le 4 km, c'est que de Boadilla del Camino, on va marcher 4 km pour se rendre jusqu'à Fromistat, qui représente une gare, où il y a une gare de train et d'autobus. Donc, c'est de là le matin qu'on va marcher environ 1 heure. Le long d'un canal, donc c'est assez charmant là, comme de cette petite étape, le long d'un canal, d'un cours d'eau, pour se rendre jusqu'à Fromistat, prendre le train ou l'autobus jusqu'à León, donc la cathédrale que je vous parlais avec les vitraux. Ça va être une journée repos par la suite. Puis le lendemain, on va reprendre jusqu'à Ponferrada. Donc, Ponferrada, qui est une ville un peu de fer, si on veut. Déjà, l'architecture va changer en quelque sorte au point de vue de l'habitation. On va retrouver les fameuses cigognes. Donc, ce qu'on voit au coin, c'est un nid qui est perché en haut d'un poteau électrique, parfois d'un réverbère, sur nos clochers d'église. C'est vraiment des nids qui sont assez impressionnants. Je dirais peut-être pas 1 mètre de diamètre, mais tout de même, là, c'est assez gigantesque, là, ce qu'on voit comme un nid d'oiseau. Donc, on voit un peu encore les paysages qu'on peut rencontrer. Ce qui va être agréable au mois de septembre, c'est qu'on va être vraiment à l'automne, donc dans la période des vendanges, quand on va rentrer dans des régions où les routes vont être bordées de vignobles. Parfois, à l'insu des regards, on peut un peu attraper une grappe de raisin ou deux. Donc, ça va être vraiment les paysages qui vont nous accompagner. On voit les gens qui sont à côté sur le tronc d'un arbre. Donc, la sieste du midi, c'est vraiment un temps de repos où ce que j'invite les gens à prendre leur temps. En fait, je pense que la sécurité que vous avez de partir avec Spirito, c'est d'avoir le temps.
Donc, de ne pas être en presse de vous rendre à destination, d'autant plus quand c'est réservé. Moi, je vais vous encourager à certains endroits de prendre 2 heures, si vous le voulez, pour le dîner, d'avoir un journal intime, un journal de voyage, d'avoir une lecture ou peu importe, de vous trouver une balle de foin pour vous étendre. Donc, c'est vraiment de profiter, au-delà de vous empresser d'arriver à destination, de parcourir tous les kilomètres qu'il faut. Donc, les fameux vignobles que je vous parlais. En rentrant à Ponferrada, là, les étapes suivantes également, on va tomber beaucoup plus montagneux là, dans les paysages qu'on va avoir. Donc, c'est pour ça que les étapes, en étant plus montagneux, on va vraiment découper les étapes en conséquence du dénivelé. Donc, vous voyez que cette journée-là, de Villafranca del Bierzo à Vega de Valcarce, on va marcher que 16 km. Donc, c'est vraiment pour tenir compte de la condition physique de monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment du 18 à 82 ans que j'ai déjà connu dans mes groupes. Donc, de favoriser que tous puissent vivre le Camino sans avoir à faire des efforts surhumains, si on le peut dire. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir dans le circuit qu'on va marcher 24-26 km, mais assurez-vous que cette étape-là, elle est faite en conséquence où ce qu'on peut se l'offrir, puis que le dénivelé est vraiment adapté là, à pouvoir marcher autant cette journée-là. Donc, on va rentrer après Ponferrada, là, le Vega de Valcarce. Il y a le Rio qu'on va suivre ici et là sur la route. Parfois, je vois des gens où la rivière est plus accessible. Les gens vont juste prendre le temps d'enlever leurs bottes, puis de se baigner les pieds un peu pour profiter du moment. Donc, le jour 11, on arrive à un endroit qui est très mythique, qui est très que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Au Cebreiro, qui va être notre plus haut point qu'on va atteindre sur le chemin, qui est environ à 1300 mètres d'altitude. Donc, au point de vue de l'oxygène, on est correct, vous n'avez pas à craindre, mais vous allez voir une vue splendide qu'on va y retrouver là, vraiment haut dans les montagnes, avec le décor là, si tu cliques, Anne, encore, on va voir la description. Puis, donc, c'est une petite étape, celle-là aussi, parce qu'on a une belle ascension. Donc, vous voyez un peu déjà les montagnes qu'on voit. Ah, tu pouvais poursuivre, c'est correct, oui. Donc, on voit les montagnes là, avec toutes les terres agricoles qu'on voit du haut là, des sentiers. Donc, on va se retrouver aussi avec la moitié du trajet parcouru. Puis, on va se retrouver avec des bornes de plus en plus rapprochées sur le chemin. Donc, des bornes qui vont nous indiquer le nombre de kilomètres restants. Donc, le nombre de kilomètres, soit à chaque kilomètre ou soit à chaque 500 mètres, plus qu'on se rapproche, plus ça va nous être des repères. Des repères également pour moi qui vous donnent des recommandations où arrêter. Donc, je pourrais vous dire à la borne 96, par exemple, bien, si vous êtes capable de toffer jusque-là pour attendre pour dîner, ou peut-être qu'il va être tôt un peu pour dîner, mais ensuite, il n'y a pas vraiment autre chose d'intéressant qui s'offre à nous. Donc, ça va être vraiment des repères également là, pour les renseignements sur le chemin là, que je vais vous offrir. Donc, les splendides paysages, plus qu'on approche de Saint-Jacques, plus que nous sommes dans les montagnes. On va être dans une région qu'on appelle la Galice. Donc, par la suite, vous allez voir dans peu de diapositives, on va voir qu'on va rentrer dans les forêts également. Donc, Cebreiro à Tria-Castella qui représente un 21 km. On voit parfois sur le chemin des statues rappelant l'apôtre Saint-Jacques qui retient son chapeau dans le vent. Donc, on voit un peu aussi tout ce qu'on a fait de l'O Cebreiro à Tria-Castella. On voit là, la direction qu'on prend sur le chemin. Qui dit le Camino dit la campagne, principalement. C'est sûr qu'on va marcher, on va traverser certaines grandes villes, mais on est principalement dans des petits villages qu'on va appeler des hameaux, donc des villages de moins de 50 habitants, très agricoles.
Donc, troupeau de moutons, troupeau de vaches. Tout plus tôt, je vous disais que les bâtons nous aident par rapport à la cadence, nous soutenir dans la marche, mais parfois, ça peut nous aider à traverser les troupeaux d'animaux. Donc, ça vient rendre vraiment un charme au chemin de rencontrer la vie des gens de là-bas. Donc, encore une fois, les splendides paysages, d'où la phrase « habille ton regard de lumière » pour vraiment profiter de tout ce qui s'offre à nous. Donc, de Tria-Castella, on va poursuivre ensuite jusqu'à Sarria, qui va être une autre ville-étape. Vous voyez aussi encore les repas, on peut manger sur les terrasses. La météo est vraiment bonne en septembre. Le faire en mai versus en septembre, les deux moments de l'année que Spiritour offre principalement pour le Camino Frances, je vous dirais que c'est vraiment deux décors totalement différents. Parfois, le mois de mai va offrir plus de risques de pluie. Toujours quand même une bonne météo. Plus froid tôt le matin, le soir, ça va être plus frais. Mais quand le soleil se met, on peut atteindre quand même, là, au mois de mai, on peut atteindre quand même les 18-24 degrés confortables. Au mois de septembre, ça va être la même chose. Le soleil est très bon. On va être dans du 25 degrés si l'on veut, quand même confortable. Puis des soirées fraîches, un peu comme nos étés sont, nos automnes, là, ça va être un peu frais le soir. Donc, avoir une petite veste. Mais ça va être des choses que je pourrais vous parler dans les rencontres pré-départ, où ce que là, je vais amener mon sac à dos avec vous, on va se rencontrer, puis je vais vraiment vous montrer tout ce qu'on met dans le sac à dos là, pour être confortable sur le chemin. Donc, vous voyez un peu là, les formes de sentiers. Parfois, on est sur de l'asphalte, parfois, on est sur des terres battues dans les champs. En Galice, on va être davantage dans les bois. Donc, ça va être des chemins un peu plus rocailleux. Donc, dans notre préparation avant de partir, c'est important de marcher un peu sur tout type de relief. Parfois, on va être des bons marcheurs aguerris sur les pistes cyclables, mais c'est important d'aller un peu dans des sentiers moins confortables pour voir nos pieds, justement, nos genoux, comment vont réagir avant le départ pour nous assurer que notre corps pourra nous offrir la capacité, l'endurance de faire les 300 km. Donc, à Sarria, nous allons avoir une journée repos. Pourquoi? Parce qu'on complétera en quelque sorte notre deuxième semaine qu'on appelle un peu plus le mental. Je vous disais, la première semaine, nos premiers 4 jours, on est dans l'étape du physique, où ce que là, on se familiarise avec le chemin, on adapte nos sangles du sac à dos, parfois on enlève un peu de superflu, on abandonne des choses derrière. La deuxième étape qui était le mental, qui nous permet vraiment de penser à pourquoi qu'on est ici, parce que parfois on a des ampoules, parfois on a des moments de solitude, ou peu importe, on s'évague dans nos pensées. Et la troisième étape qui va être le spirituel, où ce que là, il nous reste environ 125 km, 6 jours, pour nous rendre à notre quête finale, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, pour bien s'imprégner, encore pour prendre le temps, spirituaux qui favorisent les rythmes lents dans peu importe leur destination, Sarria vient nous offrir vraiment une journée entière de repos, donc 2 jours où ce que nous allons dormir au même endroit, qui est une ville-étape à la fois, parce que plusieurs gens vont partir de Sarria pour marcher les 100 derniers kilomètres, qui vont venir compter à la fin pour avoir notre diplôme du pèlerin. Donc, de là, c'est les 100 derniers kilomètres. Donc, on vient parfois sur une autoroute de pèlerin rendu à cette étape-là parce que c'est un point où ce que, les gens qui vont faire ça en plusieurs étapes, souvent vont repartir de Sarria pour faire justement la dernière étape. Donc, notre 15e journée, si tu cliques un autre petit coup, Anne, on va voir, oui, donc on se rend à Porto Marine. Porto Marine, qui est une sublime ville qui était, disons-le, tannée d'être toujours ensevelie sous les eaux. Donc, la ville a déménagé. On va voir une fois qu'on traverse la rivière, si on veut, c'est une rivière asséchée, mais on prend un pont pour traverser dans la nouvelle ville qu'ils ont reconstruite plus haut, parce qu'il y avait souvent des inondations. Donc, une fois sur le pont, on pourra même voir les anciennes fondations de certains bâtiments.
Donc, ceci, je garde le secret pour là-bas. Je vous mettrai au défi, non, la prochaine photo, je vous mettrai au défi sur le chemin de me dire à quoi sert cette petite bâtisse. Donc, je garde la surprise pour le Camino. Donc, de Porto Marine, on va se rendre jusqu'à Palas del Rey. Donc, on va poursuivre. On rentre un peu plus dans la ville cette fois-ci. Donc, c'est pour ça que vous allez voir sur le chemin, certains gens demandent, est-ce que je dois avoir une trousse de premiers soins? Est-ce que si jamais je perds quelque chose, s'il me manque quelque chose, est-ce qu'on a accès à des grandes surfaces? Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas tous les jours, mais n'hésitez pas, si jamais il y a quoi que ce soit, il y a des endroits où ce que vraiment on peut. Puis, il y a vraiment les boutiques qui sont là pour les pèlerins également, donc pour faire le ravitaillement si notre poncho devient désuet pour la pluie, ou si on se rend compte qu'il fait un peu plus frais qu'on aurait pensé, puis qu'on veut avoir des petits gants ou peu importe. Sur le chemin, là, quoi qu'on est beaucoup en campagne, il y a quand même des endroits où on peut racheter ce qu'il nous faut. Au même titre que la trousse de premiers soins, ça va faire partie, dans le fond, des informations pré-départ. Puis, je vous montrerai à la fois ce que moi, j'apporte pour l'ensemble du groupe. Donc, mes petits conseils également pour avoir soin de vos pieds. Ça va être des informations qu'on va retrouver plus tard dans nos rencontres, tout le monde ensemble, le groupe formé. Donc, les bornes que je vous mentionnais, on voit que le K, donc K pour kilomètre, il nous reste 63 kilomètres que la borne nous indique. Donc, 15 kilomètres pour se rendre jusqu'à Mélide. Mélide, ça, je vous le dis tout de suite, je suis assez conservatrice en faisant le même chemin là, de nombreuses fois. À Mélide, on pourra goûter à la fameuse pulpa, qui est de la pieuvre. Il y a un restaurant qui est très fameux pour ça. Donc, je vous ferai mes recommandations sur place pour qu'on puisse y aller probablement tous ensemble là, sur l'heure du dîner, parce que c'était une étape qui était quand même assez courte. Parfois, c'est le dénivelé qui nous impose certains kilométrages. D'autres fois, ça va être la distance de l'existence des gîtes. Donc, pour Mélide, le 15 km, c'est vraiment le fait qu'on marche soit 15 km ou soit un 28-30 km pour le gîte suivant, ce qui sera un peu trop laborieux en quelque sorte pour bien le vivre en groupe. Donc, c'est pour ça que cette fois-là, cette journée-là, on va faire que 15 km, ce qui fait qu'on va arriver assez tôt là, à Mélide et qu'on pourra profiter à ce moment-là des lieux. Donc, les splendides paysages. Encore une fois, les bâtons, à quoi ils peuvent servir? À garder notre équilibre. Parfois, quand on a à traverser des petits cours d'eau, donc, et à marcher de façon agile, de façon acrobatique sur les roches. Donc, les bâtons peuvent être une aide également, un appui pour notre équilibre à ce moment-là. Donc, on voit déjà la végétation qui change, les fameux arbres dont j'oublie le nom présentement, mais c'est des arbres qui servent où ce que les branches se joignent l'une à l'autre et fusionnent ensemble, ce qui fait qu'à l'été, tout devient en feuilles, tout devient fleuri pour donner de l'ombre aux plazas, de l'ombre aux terrasses. Donc, de platane. Oui, les platanes, merci Anne. Donc, nos fameux platanes, des grands arbres où c'est vraiment les mognons qui s'empoignent l'un dans l'autre. C'est assez spectaculaire, là, vu qu'on a pas ça ici au Québec. Donc, d'autres bâtiments. Nos fameux repas. Les petites chapelles qu'on peut croiser le long de la route. Donc, Spiritour offre plus d'un chemin de Compostelle. Celui du Moulin est fait avec un prêtre accompagnateur. Pour ma part, en fait, les messes seront libres, mais ça va quand même faire partie de mon rôle d'accompagnateur pour ceux et celles à qui ce sera important quand même de pouvoir assister lorsque c'est disponible, d'assister aux messes. C'est quand même mon rôle d'accompagnateur de vous informer. Ce soir, par exemple, il y aura une office à 18 h. Donc, ça pourra faire partie du chemin pour ceux qui le voudront, même si la formule est davantage là, libre à soi, même si on n'a pas de prêtre.
Les messes sont quand même assez régulières en Espagne, là, même dans les journées de semaine. Donc, c'est quelque chose en cours de route que je pourrais vous tenir informé pour ceux que ça intéressera. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on rentrait dans les forêts. On voyait les forêts d'eucalyptus. Donc, c'est un arbre qui a été importé de l'Australie parce que c'était favorable au climat de la Galice, donc de cette région de l'Espagne. C'est un arbre vraiment pour la papeterie, donc pour les bois, les fournitures, ces choses-là. Donc, au printemps, je vous dirais que l'odeur est assez agréable là, avec le moment du printemps où il y a plus d'humidité. Mais même à l'automne, au moment où on va être là en septembre, parfois on est capable d'agripper des feuilles d'eucalyptus puis capter l'odeur pour soi. Donc, c'est assez agréable de se retrouver entouré là, de ces arbres-là. Donc, on se rapproche de Saint-Jacques, notre 20e journée. Donc, on voit un fameux monument où Jean-Paul II avait été à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je crois que c'était pendant les Journées mondiales de la jeunesse. Hein? Ça se peut-tu, Anne? Oui, donc il y avait eu les fameux JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, que Jean-Paul II avait mis en place. Donc, il avait été à la fameuse ouverture des portes d'or également. Là, on voit que dans le fond, Jean-Paul II est en train d'embrasser le dos de Saint-Jacques. Je vous montrerai, c'est un rituel qui fait partie de la cathédrale là, une fois sur place. Donc, rendu à la cathédrale. Donc, c'est vraiment un moment magique en quelque sorte. C'est vraiment de se retrouver devant une bâtisse aussi majestueuse qui vient d'être rénovée. Soyons chanceux parce que l'an dernier, certains pèlerins n'avaient pas accès à la cathédrale à cause des travaux qui étaient en cours. Donc, on devrait être bien au mois de septembre là, pour pouvoir rentrer à l'intérieur, vraiment faire la visite des lieux, puis assister à la messe du pèlerin. Donc, la façade que l'on voit, mais pas dans toute sa splendeur, ni dans toute son entièreté, tellement qu'elle est haute et difficile à bien prendre en photo. Donc, il est de tradition de mettre la main sur le pilier de Gessé. Des millions de mains se sont posées là, creusant au gré des siècles une profonde empreinte. Donc, c'était la tête, je ne sais pas si c'était la représentation de la tête de Saint-Jacques qui était là, mais il y avait vraiment une empreinte de main. Mais quand j'ai fait mon premier Compostelle seul en 2005, j'ai eu la chance d'y toucher, de pouvoir mettre mes mains. Mais par la suite, quand je suis retournée en 2008, c'était plus accessible, justement à cause de l'acidité de nos doigts qui pouvait effriter le marbre, donc des risques que ça se désagrège. Là, donc, c'était plus accessible à mes derniers souvenirs. Et par la suite, il y a un grand encensoir de 1,5 mètre qui est accroché à la voûte, qui se balance vraiment d'un bout à l'autre de la nef. C'est très impressionnant. Je pourrais vous en reparler là, ultérieurement, mais ça devient un show en quelque sorte, où ce que les gens viennent, dans le fond, on voit un peu là, pas les moines, c'est pas des moines, mais les gens de l'Église, dans le fond, qui s'en occupent, qui sont vraiment vêtus de leur robe qu'on voit, qui mettent l'encens, puis il y a l'orgue qui joue à cette fois-là. Donc, c'est un moment qui vient assez émouvant. L'encensoir, à l'époque, les gens qui faisaient le pèlerinage n'avaient pas des douches nécessairement. Donc, c'était un peu le signe, c'était une symbolique de purification, mais à la fois pour masquer l'odeur de tous ces pèlerins qui arrivaient confinés dans un même endroit, donc qui n'avaient pas nécessairement pris leur douche. Fait qu'il y a plusieurs symboliques là, à l'encensoir. Donc, la sculpture qu'on voyait plus haut de Jean-Paul II, c'est justement ce qu'on voit avec le buste de Saint-Jacques. Donc, derrière l'autel où le prêtre célèbre, il y a la statue de Saint-Jacques qu'on voit en or ornée de pierres précieuses. Donc, il y a un rituel, si on veut, qu'on peut passer derrière lui brièvement, puis faire vraiment l'enlacer, déposer notre tête sur son épaule, pour lui dire en quelque sorte aussi, Saint-Jacques, si je suis rendu ici, c'est pour X motif ou je te rends grâce ou peu importe, mais ça fait partie du rituel puis ça rend les choses assez émouvantes là, de passer là,
derrière des millions de pèlerins, c'est surtout ça. Et le fameux diplôme rédigé en latin que l'on peut obtenir à la fin du pèlerinage. Finistéré. Donc, le fameux Finistère n'est pas inclus dans la formule de Spiritour. Toutefois, à force d'être allé là-bas, j'ai mes contacts et j'ai mon monsieur Alvaro, très sympathique, qui a une mini-fourgonnette qui accompagne des pèlerins au fameux Finistéré. Finistéré, là où la Terre se termine, donc au bout de l'océan. Donc, c'est 90 km plus loin. Donc, pour ceux qui auront le souhait d'y aller, sachez que c'est possible d'y aller à quelques coûts supplémentaires. De mémoire, c'est environ 20-25 €. On pourra aller passer la journée entière ou une partie. Ça sera à rediscuter là, avec ceux qui voudront y aller, la formule qu'ils souhaitent. Mais je sais que c'était la question de certains. Est-ce qu'on peut aller au Finistère? Certains voudront avoir pour rituel, parmi les roches, d'avoir un endroit où on peut aller brûler soit nos bas, un vieux chandail qu'on a marché sur le chemin, mais de façon symbolique, certains vont brûler un morceau de vêtement avec lequel ils ont fait le chemin. Donc, parcourir les routes, rentrer à la maison et voir tout cela comme si c'était la première fois. Une citation de Paulo Coelho, qui a également écrit le livre Le Pèlerin de Compostelle, pour ceux que ça intéresserait. J'aime assez la philosophie de Paulo Coelho. Dans Le Pèlerin de Compostelle, ce qu'on découvre en lisant, mais surtout en vivant le chemin, c'est que c'est pas d'arriver à Saint-Jacques, c'est pas d'avoir notre quête qui fait l'aboutissement du chemin, mais c'est vraiment le début vers autre chose. Puis c'est vraiment à la fois les 3 semaines qu'on vient de vivre, les 300 km qui constituent la destination. Donc, c'est pas d'arriver à Saint-Jacques, mais c'est tout ce qu'on a marché, les rencontres qu'on aura faites, les ampoules qu'on aura eues, nos réflexions, nos doutes. C'est vraiment ça qui constitue le pèlerinage en soi, pour ma part du moins, et pour la part de plusieurs témoignages que j'ai eu la chance d'entendre et de lire. Donc, voici qui résume là, le pèlerinage en photo. Anne pourra vous parler un peu plus de ce qu'il en est par rapport aux frais, les coûts associés. Ce que je pourrais vous dire avant de lui céder la parole, c'est que oui, les repas ne sont pas inclus au quotidien. Donc, je vous dirais environ là, je vous dirais environ 1 000 $ pour le voyage supplémentaire. C'est environ un 40 $ canadiens. Je vous disais environ un 20 à 30 €, pas tout à fait, 20-25 €, ça donne environ 40 $ canadiens. On est là 23 jours. Je fais un calcul rapide, 40 x 20, 800 $. Donc, environ un 800 $ d'argent de poche supplémentaire que je vous dirais pour subvenir à vos besoins au quotidien. Dans les rencontres pré-départ, je pourrais vous renseigner, donner mes conseils sur est-ce que je pars avec 500 € dans les poches? Est-ce qu'on peut retirer là-bas? Qu'est-ce que je fais avec mon institution bancaire? Dois-je les aviser? Où est-ce que je dois retirer? Tout ça, c'est des choses, des petits détails qu'on va voir vraiment dans les rencontres pré-départ, mais au moins pour être réaliste avec ce que ça implique comme chemin, comme démarche, c'est des frais là, supplémentaires qu'il faut prévoir environ, en plus de l'équipement. L'équipement, j'en ai parlé brièvement, c'est notre sac à dos. Il faudrait aller autour de 10 kg environ. On va parler du 1/5e du poids pour les hommes, 1/8e du poids de la femme. Donc, entre 9 et 12 kg pour être confortable. Pour les vêtements, on va y aller par la règle de 3. Donc, 3 paires de bas, 3 bas. Donc, un pantalon qui peut faire un short et un pantalon ou de quoi de confortable pour lorsque je reviens l'après-midi au gîte. Pour le haut, on peut y aller avec une camisole, un t-shirt, une manche longue et un abri coupe-vent qui va résister à la pluie. Donc, pour les matériaux, je vous dirais d'aller dans les boutiques spécialisées, les boutiques de sport, Sport Expert, l'Accordé, Cell, la Mecque, la Tulipe, peu importe la région, ce que vous habitez. Rentrez dans vos boutiques de sport et dites, moi, j'ai l'intention d'aller faire Compostelle, qu'est-ce que vous me recommandez?
Puis pas nécessaire non plus d'avoir tous les matériels, d'investir dans les icebreakers, donc dans la laine minéraux qui coûte quand même 80-100 $ le chandail. Allez-y quand même à ce qui est réaliste à vos moyens. Puis dites-vous que souvent, on peut se changer en cours de route. Souvent, moi, je vais marcher 2 heures, je vais arrêter de prendre mon café, je vais changer mon chandail parce que je vais être un peu plus humide. Donc, c'est des choses qui vont être accessibles. C'est des détails qu'on va revoir également dans les rencontres pré-départ. Donc, c'est des petits détails, mais pour l'instant, vous pouvez vous référer aux spécialistes dans les boutiques de sport. Marchez avec des bottes, avec des souliers. C'est vraiment à votre guise. Partez avec qu'est-ce que vous êtes habitué. Pour ma part, les souliers, moi, je vais préférer des petites bottines qui vont couvrir ma cheville. Je vais me sentir plus sécure. Une sécurité pour ma cheville qui a tendance parfois à se fouler. Peut-être que ça réduit un peu l'accès aussi aux petits cailloux qui se rentreraient un peu plus facilement dans un petit soulier qui est en bas de la cheville. Donc, c'est votre confort. C'est vraiment vous d'expérimenter. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Donc, voilà, il y a beaucoup à venir également dans les rencontres pré-départ pour ces petits détails-là qui sont plus techniques. Donc, voilà, Anne, je te cède la parole. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, on vous répète de ne pas hésiter si vous avez des questions pour les poser. Alors, on a Marguerite qui nous demandait là, par rapport au fameux coronavirus. Alors, je trouve important, merci pour la question, je trouve important d'en parler parce que c'est sûr que les gens sont inquiets, on le comprend, on prend ça très au sérieux, on se tient toujours à jour par rapport au pays où on organise des voyages. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prédire d'ici septembre, mais on entend que apparemment les choses devraient se stabiliser d'ici l'été. On l'espère tous, mais on ne peut rien garantir. Mais sachez que les assurances Croix-Bleu, avec qui on est partenaire, et possiblement d'autres assurances voyage, là, couvrent encore à ce jour les annulations à cause du coronavirus. Malheureusement, ce n'est plus le cas avec Manuvie pour les nouvelles assurances, mais c'est le cas encore avec la Croix-Bleue. Donc, ils couvrent ça quand au moment de l'achat, la destination est sécuritaire, ce qui est le cas avec l'Espagne présentement. Ils disent juste de faire preuve d'une prudence, mais faire preuve de prudence, mais je veux dire, c'est pas encore la cote rouge, là. Donc, l'Espagne, présentement, on peut encore voyager. Ils ne recommandent pas d'éviter des voyages. On pourra vous référer au site du gouvernement canadien et en tout cas, tous les sites qu'on suit. On a déjà envoyé une infolettre puis communiqué dans nos médias sociaux récemment à ce sujet. Puis ici, au moment donc de partir, la sécurité compromise, puis que le gouvernement canadien recommande d'éviter tout voyage ou tout voyage non essentiel, alors vous êtes couvert par l'assurance voyage annulation et vous êtes en plus tous couverts, sans exception, par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage de façon gratuite. C'est une protection financière unique au monde qu'on a ici au Québec avec l'Office de protection du consommateur et aussitôt qu'il y a une sécurité compromise, donc pour tout frais d'annulation ou autre, si vous ne pouvez pas, le service n'est pas rendu à cause de cette situation-là, alors vous êtes remboursé par le fonds d'indemnisation. Mais on vous recommande quand même une assurance voyage parce qu'ils sont plus prompts à traiter les réclamations. Donc, on le recommande quand même très fortement là. Desjardins m'a dit la même chose hier. OK, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour l'information. Alors, voilà, vous avez le choix. Informez-vous bien auprès des assurances, mais on croit vraiment pouvoir toujours confirmer ce départ au mois de septembre. On a déjà presque le nombre minimum de confirmés. Alors, je crois que d'ici très peu, on va pouvoir vraiment garantir le départ de ce voyage. Et je vous rappelle que les places sont limitées. Alors, rapidement, juste vous expliquer qu'est-ce qui est inclus dans le forfait. Donc, le prix en réservé tôt est encore disponible donc jusqu'au mois de mai, 4 mois, pardon, avant de partir. Donc jusqu'au 27
voyons, mai, t'as peu, le mois d'août, moins 4, 27 mars, pardon. C'est ça, hein? Mai, oui. 27 avril, 27. Vous avez donc le rabais réservé taux de 100 $. C'est bien indiqué dans le document du voyage, le programme détaillé. Donc, 3 399 $. Après le 27 avril, c'est 3 499 $. Ça inclut le vol aller-retour Montréal-Madrid, les 5 nuits en hôtel de catégorie budget, tous les autres hébergements, donc en refuge de pèlerins. Vous avez les petits déjeuners et les soupers quand on est à l'hôtel, donc 10 repas d'inclus. Tous les transferts en train, bus, taxi, donc sur place en Espagne. Les services d'un accompagnateur, en fait, d'une accompagnatrice de Spirito, donc Marilyn, qui est avec vous en tout temps à partir de Montréal pour tout le séjour. 2 rencontres préparatoires avant de partir. Donc, une à environ 4 à 6 semaines avant de partir. Normalement, c'est une journée de marche au Mont-Saint-Bruno et une autre rencontre environ 3 semaines avant, 2-3 semaines avant de partir pour recevoir les documents de voyage et les dernières recommandations. Vous avez aussi, bon, toutes les taxes sont incluses et la taxe, en fait, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage dont je viens de vous parler. Tout ça, c'est inclus. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, à prévoir, Marilyn vous parlait d'un budget, donc pour les repas qui sont non mentionnés au programme. Ensuite, pour bon, les boissons repas, l'assurance voyage qui est optionnelle. Nous, on offre la Croix-Bleue et vous avez un rabais, c'est un prix groupe, un rabais de 10 par rapport au prix régulier de la Croix-Bleue. Ensuite, vous avez les pourboires, bon, c'est à votre discrétion, les dépenses personnelles. Et donc, ça, c'est en dessus. Le fonds d'indemnisation, c'est inclus. En fait, présentement, il est sans frais à l'heure qu'on se parle. Donc, c'est inclus avec votre forfait. La date limite d'inscription, c'est le 27 juin ou jusqu'à ce que le nombre de maximum de passagers soit atteint. On est, je pense, déjà à 6. Le nombre minimum, c'est de 7 et le maximum est de 13. Alors, ne tardez pas pour réserver votre place. Pour réserver votre place, on vous demande un dépôt de 500 $ que vous pouvez payer soit par chèque. Si tout est payé par chèque, vous avez un rabais supplémentaire de 50 $. Vous pouvez aussi payer par carte de crédit, soit en ligne sur notre site Internet, spiritour.com, ou en remplissant le formulaire d'autorisation de paiement par carte de crédit dans le document PDF que vous pouvez télécharger en ligne ou qu'on peut vous envoyer par courriel si vous ne l'avez pas déjà. Même chose pour par chèque, vous téléchargez le formulaire, vous le remplissez, vous nous l'envoyez par la poste ou vous venez nous voir à nos bureaux. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos attentes pour ce webinaire aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions, soit directement en ligne ou vous pouvez nous contacter sur notre ligne sans frais 1-866-331-7965. Le poste donc 204 pour Élodie, qui est la coordonnatrice, ou le 202 qui est Marie, son assistante, notre agente aux opérations, qui s'occupe donc de ce beau pèlerinage à Compostelle. On espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Je laisse le mot de la fin à Marilyn. Marilyn, mot de la fin? Oui, parfait. Donc, ben, au plaisir. Puis, n'hésitez pas aussi, là, comme Anne disait, de communiquer avec l'agence si vous avez des questions plus pointues ou qu'on n'a pas su répondre aujourd'hui. Puis, Anne et Élodie sauront m'interpeller si jamais besoin là, de réponses plus personnalisées, pourront faire le lien auprès de moi pour que je puisse compléter les informations. Donc, c'est vraiment au plaisir là, de vous accompagner sur le chemin si jamais vous allez de l'avant avec ce projet-là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée.